Il est 7h18, on va parler de la COP au Brésil. On est à quelques jours de l'ouverture, on a une sorte de pré-show là ces derniers jours. À peine une soixantaine de chefs d'État seront présents contre 150 à Dubaï. La COP de la vérité, nous dit le Brésil. Il n'y a pas d'ordre du jour, mais on doit faire un certain point sur un certain nombre de questions. On va se concentrer ce matin sur la déforestation et avec Sébastien Abyss. Bonjour, directeur du Club Déméter, chercheur associé à l'IRIS. À première vue, Sébastien, quand on regarde les chiffres sur la déforestation, c'est plutôt positif. Alors c'est plutôt positif, oui. Lula évidemment cherche à corriger le tir. On sait que dans son troisième mandat, il s'était engagé justement à enrayer la dynamique progressiste de déforestation. Il a toujours aussi rappelé que le Brésil n'était pas tout seul à déforester en Amérique latine. On sait qu'une partie de l'Amazonie déborde sur d'autres États. Il y a aussi de la déforestation dans les pays voisins. Mais c'est sûr que Lula ne ménage pas sa peine et il a aussi annoncé que derrière ce sujet de déforestation, cette COP au cœur de l'Amazonie, à Belém, un choix géographique fort, était une COP importante pour notamment la question du financement des transitions climatiques. Il a quand même indiqué depuis quelques semaines, y compris à l'ONU, en écho au discours inversé de Donald Trump, que le climat, le tic-tac, était plus que menaçant et que les pays du Nord, très responsables des émissions carbone depuis 2 siècles, devaient quand même passer à la caisse. Et c'est ce qu'il va faire parce qu'il lance quand même un fonds totalement inédit avec un fonctionnement qu'on expliquait dans les journaux. Ça s'appelle le Tropical Forest Forever Facility. C'est destiné à financer, contre la déforestation et aider les forêts tropicales. C'est une sorte de crédit carbone dans son fonctionnement ? Oui, c'est un peu complexe. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Brésil est très mobilisé sur une diplomatie sud-sud où les questions agricoles, les questions forestières, les questions climatiques sont assez centrales. On sait que le Brésil, y compris de Lula et Lula 3 dans son mandat actuel, cherche vraiment à coaliser les pays du Sud autour d'un agenda du développement humain, mais aussi développement durable. Et cette question des forêts, il le met avec la question des crédits carbone. On sait que le Brésil cherche à développer une bourse au carbone avec un système monétaire un peu particulier. Et encore une fois, Lula, il est attendu au rendez-vous là-dessus. Encore une fois aussi, parce qu'il a un propre agenda politique lui-même. Il vient d'annoncer qu'il était candidat à sa réélection pour un 4e mandat. Les élections au Brésil, ce sera fin 2026. Et en même temps, Lula vient de fêter 80 ans. Et l'après-Lula est une grande inconnue au Brésil. Le Brésil est important dans les relations internationales aujourd'hui, y compris dans cet agenda climatique ou sur l'agenda forestier. Mais c'est aussi une vraie préoccupation pour les 220 millions d'habitants au Brésil parce qu'on sait qu'il y a des forces populistes, Bolsonaro hier, qui avaient quand même profondément divisé le pays, là où Lula est quand même un peu plus rassembleur. Annalisa. En réalité, dans le discours de Lula, il y a aussi énormément de contradictions. Il se veut champion du climat. En réalité, on sait qu'il a soutenu un projet pétrolier au large de l'Amazonie il y a quelques semaines. On sait aussi que l'agro-business reste très, très puissant au Brésil. Donc Lula est quand même soumis à ces injonctions-là. Comment il peut faire pour concilier les deux, la productivité et en même temps les exigences climatiques ? Lula, en fait, il est à l'image du Brésil. C'est-à-dire c'est une puissance polygame. En fait, le Brésil parle avec toute la planète aujourd'hui. Finalement, même, il s'est un peu rabiboché ces derniers temps avec Donald Trump. Lula, en fait, il s'inscrit dans une continuité brésilienne d'une politique de non-alignement. Et finalement, je discute autant avec les puissances occidentales, européennes, nord-américaines, qu'avec la Chine, qui est le grand partenaire commercial, y compris agricole, du Brésil, le grand investisseur au Brésil. Mais il y a aussi toute la diplomatie et le dialogue avec l'Afrique. Et c'est vrai que Lula ne manque pas de paradoxe, à la fois dans les relations internationales ou dans ses propres politiques économiques et environnementales à domicile. On sait qu'il souhaite que Petrobras, la grande entreprise pétrolière brésilienne, aille très fortement vers les énergies renouvelables et devienne une grande compagnie énergétique d'énergie renouvelable internationale. Je précise quand même qu'au Brésil, aujourd'hui, 50% du mix énergétique vient des énergies renouvelables. Le Brésil, depuis longtemps, mise sur les biocarburants, sur la biomasse, et donc la biomasse mobilisée des produits forestiers fait partie du projet politique, économique et climatique du Brésil. Donc on ne peut pas reprocher au Brésil de ne rien faire. Par contre, il y a un sujet évidemment sur la déforestation parce que l'élevage a grignoté énormément de terres dans les forêts, notamment l'élevage, et on a de la monoculture qui interroge, maïs, soja, parce que le Brésil c'est aussi un géant agricole et un géant qui exporte énormément aujourd'hui, sans lequel une partie de la sécurité alimentaire mondiale serait quand même très différente. Je pense aussi qu'il faut garder cette équation en tête.
parce que le climat frappe aussi le Brésil. On a des chocs climatiques dans ce pays. Peut-être que demain, le Brésil ne pourra pas toujours exporter davantage parce qu'il aura besoin d'abord de protéger son marché national, voire régional sud-américain. Mais comment vous regardez cette COP, vous, avec votre regard d'expert? Est-ce que vous dites qu'on est condamné à être déçu? Est-ce que vous dites ça sert à quelque chose parce qu'au moins c'est un endroit où on discute quand même? C'est quoi votre point de vue? Ce qui est certain, c'est que l'absence des États-Unis complète. La Chine envoie son Premier ministre. On sait qu'un certain nombre de pays ne viennent pas. Il y a 3 fois moins de participants aujourd'hui au sommet des chefs d'État et de gouvernement que l'an dernier. Et on a une espèce de fatigue autour de ces COP. Alors certains disent c'est la dernière COP. Ce sera la dernière COP de l'histoire parce qu'en fait ça sert à rien. Lula dit lui-même non, c'est la COP de la vérité. De savoir en fait qui veut continuer et qui continue ses engagements à horizon 2050. L'Europe hier a trouvé un consensus et donc maintient le climat comme grand narratif dans son expression internationale. Mais ce qui est certain, c'est que cette COP, elle s'inscrit dans un contexte international où on voit le multilatéralisme plutôt à la peine et on voit que les institutions internationales ont du mal à montrer que le climat peut être en fait un dénominateur commun dans toutes les grandes questions communes. Et évidemment, il ne faut pas lâcher l'affaire puisque le sujet du climat, c'est le sujet de ce siècle et le sujet du climat est évidemment un immense sujet économique, mais aussi agricole ou alimentaire si on focus sur ce secteur. Merci beaucoup Sébastien Abyss d'être venu ce matin dans Good Morning Business.